Dans cette série de vidéos consacrée à la préparation des oraux de l'agrégation interne de physique-chimie, nous poursuivons l'exploration des axes pédagogiques de l'épreuve d'exposé. Dans cette deuxième vidéo, nous nous intéressons à trois axes essentiels: la pratique de l'oral, la différenciation pédagogique et les objectifs et stratégies d'apprentissage. Commençons par l'axe numéro 5, la pratique de l'oral. On va voir pourquoi faire parler les élèves n'est pas seulement une activité annexe, mais un véritable outil d'apprentissage. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Quand un élève parle, il ne fait pas que répondre à une question. En réalité, il est en train de construire sa pensée. Parler, c'est d'abord apprendre. L'oral permet à l'élève de raisonner, de mieux comprendre, de faire émerger ses idées, y compris ses erreurs. Et ces erreurs sont importantes, parce qu'elles donnent au professeur les points d'appui pour faire progresser l'élève. Ensuite, parler permet de structurer sa pensée. Pour s'exprimer, l'élève doit organiser ses idées, choisir les mots justes et construire un raisonnement logique. L'oral oblige donc à mettre de l'ordre dans ce que l'on pense. Enfin, l'oral permet d'apprendre à argumenter. Il ne s'agit pas seulement de répondre, mais de justifier ce que l'on a dit à l'aide de preuves, d'observations ou de modèles. C'est une compétence essentielle, notamment dans les disciplines scientifiques. Alors comment mettre en œuvre l'oral efficacement en classe? D'abord, il faut multiplier les situations de prise de parole. L'oral ne doit pas se limiter à un exposé occasionnel. Il doit être régulier, varié et intégré au quotidien de la classe. On peut par exemple mettre en place des débats. Les débats permettent de confronter les idées et de faire émerger les conceptions initiales des élèves. Par exemple, on peut poser une question comme « Un objet lourd tombe-t-il plus vite qu'un objet léger ?» Ce type d'échange pousse les élèves à expliciter leur raisonnement. On peut aussi proposer des exposés. Ils apprennent aux élèves à structurer une prise de parole plus longue. On peut les guider avec une trame simple, un problème, puis un modèle, ensuite une explication, et enfin une conclusion. Et lorsque ce travail est réalisé en groupe, il favorise aussi la co-construction des savoirs. Mais l'oral se travaille aussi dans des moments plus ordinaires de la classe, à travers des explications orales du quotidien. Le professeur peut relancer les élèves avec des questions simples comme « Explique ta réponse » ou encore « Reformule ». C'est souvent dans ces échanges brefs que se joue réellement l'apprentissage. Ensuite, il faut aussi se poser la question de l'évaluation de l'oral. On ne peut pas faire parler les élèves sans observer certains critères. On peut par exemple évaluer la clarté, c'est-à-dire un discours compréhensible et organisé, la rigueur, avec un vocabulaire précis, la justification, lorsque l'élève s'appuie sur des preuves, des lois ou des modèles, le raisonnement, c'est-à-dire la logique entre les idées, et enfin l'expression, avec une parole fluide et audible. Pour que cette évaluation soit utile, il est important de fournir aux élèves une grille d'évaluation critériée. Cette grille leur permet d'identifier clairement les attendus et les critères de réussite. Elle peut aussi servir de support à une auto-évaluation ou à une co-évaluation entre pairs. Mais cette grille ne suffit pas à elle seule. Elle doit être accompagnée d'un feedback clair et simple et exploitable. Par exemple, tu affirmes sans justifier. Sois plus précis, ou encore ton raisonnement manque de lien. L'objectif est d'aider l'élève à repérer concrètement ses axes de progression. Pour finir, il faut éviter certaines erreurs fréquentes. D'abord, un oral improvisé sans objectif précis. Ensuite, l'absence d'évaluation, qui empêche l'élève de comprendre ce qu'il doit améliorer. Et enfin, des prises de parole non structurées, qui ne permettent pas un véritable apprentissage. En conclusion, faire parler les élèves n'est pas simplement les faire participer. C'est leur permettre de réfléchir, de structurer leurs pensées, d'argumenter et donc véritablement d'apprendre. Donc comment appliquer cet axe pédagogique à l'exposé de physique spectrométrie optique couleur? Sur le thème la couleur d'une étoile, loi de Wien, on peut commencer par leur faire émerger les conceptions initiales. Bleu égale froid, rouge égale chaud. Pour cela, je propose deux façons de faire. Un questionnement ouvert avec par exemple comme question « Qu'est-ce que cette couleur nous dit ?» L'élève construit sa pensée en parlant, même si elle est erronée. Ensuite, on peut faire un débat scientifique en faisant deux groupes. Ceux qui pensent que bleu égale froid, bleu égale chaud. Confronter les idées. Le but étant de faire ressortir toutes les conceptions initiales des élèves autour de la couleur d'une étoile. Donc ça, c'est la première partie d'oral en début de séquence.
Ensuite, après avoir apporté tous les modèles scientifiques, la loi de Wien, etc., on peut passer sur une deuxième partie d'oral, sur la reconstruction des idées. Donc là, je proposerai un oral long sous forme d'un exposé à préparer et ensuite à évaluer. Donc, explique, comme si tu étais scientifique, pourquoi la couleur dépend de la température. Et on fournit une aide pour structurer. Il faut donc une problématique, un modèle, une explication et une conclusion. Donc cet oral, il va être évalué. Pour cela, moi, ce que je proposerai, c'est d'avoir une évaluation qui sera sommative par l'enseignant, mais également, pour que tout le monde soit actif, pour que tous agissent en même temps, je propose une coévaluation, c'est-à-dire que les élèves se mettent à la place de l'enseignant avec une grille critériée qu'il faudra fournir. Et également, l'élève, on pourra lui demander comment il se situe à la fin de son oral. Donc tout le monde va évaluer, toute la classe, ça permet d'avoir tout le monde actif. Donc dans la grille, donc on va voir si la clarté a été correctement traitée. Est-ce que l'oral a une rigueur, c'est-à-dire un vocabulaire adapté? Est-ce qu'on parle bien de longueur d'onde, température, tous les termes scientifiques qui vont aller bien ensemble? Est-ce qu'on a bien justifié toutes nos valeurs ou tous nos calculs ou toutes nos exploitations avec des lois, par exemple? Est-ce que le raisonnement est bon? Est-ce qu'il y a un lien logique entre toutes les explications? Et ensuite, l'oral pur avec la fluidité, c'est-à-dire est-ce que l'élève s'exprime correctement? Voilà. Donc avec tous ces critères, toute cette grille qui est fournie, l'important c'est que tous les élèves agissent en même temps pour évaluer. Voilà. Et après, ce qui est pas mal, ce qui serait bien, c'est de comparer, de donner finalement la fiche d'évaluation de l'enseignant et de la comparer, que les élèves comparent en fait ce qu'ils ont vu avec ce que l'enseignant a vu et pour voir s'ils sont proches ou loin de ce que pense l'enseignant. Donc voilà, donc moi je partirai comme ça sur l'oral, sur cet exposé. Donc vraiment une partie sur conception initiale et une deuxième partie sur évaluation d'un exposé avec toute une classe qui participe en même temps. Et en insistant vraiment sur la grille et aussi les feedbacks à fournir. Donc voilà sur quoi je partirai moi pour cet oral. Et maintenant pour l'axe numéro 6, la différenciation pédagogique. L'idée claire à retenir est la suivante. Adapter les chemins sans baisser les exigences. Concrètement, cela signifie qu'on adapte l'enseignement aux différences entre les élèves, tout en gardant le même objectif pour tous. On ne change pas ce que l'on veut apprendre, mais on change la manière d'y arriver. Pourquoi c'est important? Parce qu'une classe est toujours homogène. Les élèves n'ont pas le même niveau, pas le même rythme, ni les mêmes besoins. Sans différenciation, certains élèves décrochent parce que c'est trop difficile, et d'autres s'ennuient parce que c'est trop facile. Avec la différenciation, au contraire, chacun peut progresser. Attention, différencier ne veut pas dire individualiser totalement. On ne fait pas un programme différent pour chaque élève, et surtout on ne baisse pas le niveau. On garde les mêmes exigences, mais on adapte les moyens. Concernant les apprentissages, tous les élèves travaillent sur les mêmes savoirs. Il y a un noyau commun, essentiel pour tous, et des possibilités d'approfondissement pour certains. Du côté des savoir-faire, l'objectif est que l'élève puisse s'engager dans une tâche adaptée, progresser à son rythme et utiliser des aides. Le but final, c'est de le rendre autonome. Alors comment différencier concrètement? On peut d'abord varier les supports. Texte, vidéo, schéma ou audio. Ensuite, on peut adapter les tâches, en jouant sur la difficulté ou le niveau de guidage. On peut aussi proposer des aides, comme des indices ou un accompagnement plus précis. Enfin, on peut varier les productions, à l'écrit, à l'oral, sous forme de schéma ou de carte mentale. Pour que cela fonctionne bien, il faut organiser la classe efficacement. On peut mettre en place des groupes de besoins, qui sont temporaires et évolutifs. On peut aussi proposer des parcours différenciés, avec différents chemins pour apprendre. Les aides doivent être graduées, c'est-à-dire données progressivement. Et il ne faut pas oublier de proposer des défis aux élèves les plus avancés pour continuer à les faire progresser. Enfin, il y a quelques erreurs à éviter. Il ne faut pas simplifier au point d'appauvrir les apprentissages. Donner simplement plus de temps ne suffit pas. Et surtout, il faut éviter de créer des groupes figés, comme les forts et les faibles.
En résumé, la différenciation pédagogique, c'est permettre à tous les élèves d'atteindre les mêmes objectifs, en adaptant les moyens, sans jamais baisser les exigences. Pour notre exemple d'exposé de physique sur la couleur d'une étoile loi de Wien. Donc dans un premier temps, à l'oral, je ferai émerger les conceptions initiales, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans la fiche sur l'oral. Donc questionnement ouvert, pour que tous les élèves qui sont à l'aise à l'oral et un peu plus en difficulté à l'écrit puissent exprimer leur capacité et leur technique sur l'oral. Hein. Donc ça c'est important. Donc une phase d'oral dans la différenciation. Ensuite, dans la deuxième partie, je prendrai des supports qui sont très variés. Donc dans l'étude de la détermination d'une longueur d'onde maximale, donc je prendrai des supports variés, donc des photos, des spectres, des schémas. Varier au maximum les tâches, donc des lectures graphiques, des calculs, des conversions. Changer, adapter des tâches plus ou moins difficiles. Donc par exemple dans la lecture graphique, on avait vu dans la page sur l'évaluation, on avait vu par exemple qu'on pouvait prendre des graphiques avec des graduations plus ou moins difficiles à lire. Donc là, on peut faire des difficultés différentes de lecture graphique, hein, avec des graduations toutes simples à lire ou d'autres plus compliquées. Donc là, il faut adapter les parcours, donc des parcours plus ou moins simples en fonction des élèves et plus ou moins guidés. Hein. Alors quand je dis simple, ça veut dire qu'on va avoir très peu d'aide, très peu d'étapes. Et donc, on peut dire tout simplement déterminer, puis point. Et les élèves doivent trouver un cheminement et ensuite guider beaucoup plus pour les autres. Et des défis pour les plus avancés, hein, où là, on peut donner carrément des graphes où il n'y a pas de graduation ou une seule graduation. Ils doivent se débrouiller avec. Donc, fournir des aides. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un élève peut avoir des difficultés en lecture graphique, donc on peut lui fournir des aides graphiques. Mais aussi, comme on va avoir des problèmes de conversion d'unités, nanomètre à mètre par exemple, ou de température en Kelvin à température en degrés Celsius, donc on va pouvoir donner des aides pour les conversions également. Il faut que ces aides soient graduées, hein. Il ne faut pas qu'elles donnent toutes les fiches d'aide. On peut donner 3 niveaux de fiches, un niveau 1 avec très peu d'aide, niveau 2 un peu plus, et niveau 3 avec beaucoup plus. Et ensuite, on peut demander des travaux avec des productions différentes. Donc le classique, exercice écrit, mais aussi on peut faire une restitution orale, comme on a vu dans la fiche précédente, ou demander aux élèves d'enregistrer un audio qu'ils fourniront plus tard, par exemple. Donc là, dans la mise en œuvre, donc on a varié les supports, varié les tâches, varié l'approche, le parcours, les aides et les systèmes et les différentes productions. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre sujet. Et dans la troisième partie, moi, ce que je ferai, c'est une remédiation différenciée après une évaluation sommative. Alors, ce qui est important, c'est que la remédiation, ça vient travailler des compétences qui n'ont pas été forcément bien réussies. Et du coup, en quoi la différenciation elle va être intéressante, c'est qu'en fait, les élèves ne vont pas tous retravailler les mêmes compétences. Donc là, moi, je partirai sur 3 groupes. Un groupe qui a plutôt été en difficulté dans la partie calculée de ce thème, et un groupe qui a été plutôt en difficulté dans la partie lecture graphique, schéma, et un groupe qui a plutôt bien réussi à faire les deux correctement. Et là, il y aura une tâche complexe. Donc pour le premier groupe, donc on va retravailler la première compétence calculée, et donc les conversions, voir pourquoi ils ont raté leur calcul à la loi de Wien, par exemple. Deuxième groupe, lecture graphique, comment on va faire pour mieux lire sur un graphique. Et la troisième, une tâche complexe où on pose juste une question avec des documents et ils doivent se débrouiller. Alors ce qui est important, c'est qu'à la fin, il y a une restitution orale. Un élève par groupe va du coup restituer ce qu'ils ont fait dans leur groupe de travail, que ce soit groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et ensuite, une coévaluation. Donc chaque élève aura une grille et va essayer d'évaluer chaque orateur. Et donc, pour que tout le monde soit actif, c'est ça le problème, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui travaille et les autres qui dorment. Donc tout le monde est actif, tout le monde évalue la personne qui passe à l'oral. Donc voilà, donc ça serait donc ces 3 parties que je mettrai en place pour la différenciation.
Donc on a une partie orale, une partie écrite, et donc dans la partie écrite, donc on a tous les niveaux de difficulté. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je partirais sur quelque chose de ce type-là. Et enfin pour l'axe 7, les objectifs et stratégies d'apprentissage. Pour commencer, il faut comprendre une chose très importante. Il faut distinguer 3 éléments. D'abord ce que l'élève doit apprendre, ensuite ce que l'enseignant met en place, et enfin ce que l'élève fait lui-même pour apprendre. On commence par les objectifs d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage, c'est tout simplement ce que l'élève doit acquérir. Cela peut être une connaissance, une capacité, une compétence ou encore une méthode. Un bon objectif doit respecter 3 critères. D'abord, il doit être clair. Cela permet de savoir où on va, de guider l'enseignant et de rendre explicites les attentes. Ensuite, il doit être observable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir vérifier s'il est atteint. Et enfin, il doit être progressif, en allant du simple au complexe, du guidé vers l'autonome, de l'entraînement vers le réinvestissement. Passons maintenant aux stratégies d'enseignement. Ici, on parle de ce que fait le professeur pour faire apprendre. La question à se poser est: comment le professeur s'y prend-il? Un point essentiel, c'est d'enseigner explicitement les stratégies. En effet, les élèves ne savent pas toujours apprendre seuls. Il faut donc leur expliquer clairement quoi faire, comment faire, pourquoi c'est utile et quand utiliser telle stratégie. Concrètement, l'enseignant peut montrer un exemple, faire manipuler, organiser un travail de groupe, proposer une trace écrite, guider étape par étape, poser des questions ou encore différencier les supports. Ensuite, il y a les stratégies d'apprentissage. Cette fois-ci, se placer du côté de l'élève. On se demande, comment l'élève fait-il pour apprendre? Il y a plusieurs types de stratégies. Pour la mémorisation, l'élève peut se tester, répéter, faire des fiches. Pour la compréhension, il peut reformuler, repérer les informations importantes ou poser des questions. Et pour le transfert, il doit être capable de réutiliser ce qu'il a appris dans une situation ou une autre et de faire des liens. Une idée essentielle à retenir, c'est qu'apprendre à apprendre fait partie des objectifs. L'école ne sert pas seulement à transmettre des contenus, elle apprend aussi aux élèves comment mémoriser, s'organiser, comprendre, réviser, corriger leurs erreurs et devenir progressivement autonomes. Il y a aussi des erreurs à éviter. Il ne faut pas confondre activité et apprentissage. Ce n'est pas parce qu'un élève fait quelque chose qu'il apprend forcément. Il faut éviter de formuler des objectifs trop vagues, car ils ne permettent ni de guider l'enseignement, ni d'évaluer efficacement. Pour conclure, un bon enseignement définit clairement ce que l'élève doit apprendre, met en place des moyens adaptés pour l'y aider, et lui apprend aussi comment apprendre efficacement. Pour notre exposé de physique sur la spectrométrie optique couleur, je pensais à partir d'une représentation graphique du spectre d'émission du corps noir à une température donnée, déterminer la longueur d'onde d'émission maximale, avec représentation graphique, qui est un morceau du BO qu'on va pouvoir traiter ici. Dans un premier temps, il faut repérer les objectifs d'apprentissage détaillés. Les connaissances, qu'est-ce qu'un spectre avec son maximum, une longueur d'onde. Des capacités, lire un graphique, repérer un lambda max, lire une abscisse. Les compétences, extraire une info d'un graphique. Ces objectifs doivent être progressifs. On part d'un graphe simple vers un graphe plus complexe et enfin vers des graphes avec des graduations imprécises. Ensuite, les différentes stratégies d'enseignement. L'enseignement explicite comment observer les différents spectres, identifier un maximum, lire la valeur sur les axes, s'entraîner sur plusieurs autres graphes. Les stratégies d'apprentissage pour les élèves. La compréhension, qu'est-ce qu'un maximum sur une courbe avec le pic d'un spectre, et de pouvoir transférer ce qu'il a appris sur d'autres types de graphiques ou dans un nouveau contexte. Ensuite, comme stratégie, je pense que la différenciation est très importante, comme on l'a vu dans la fiche précédente. Donc je pense qu'il faut varier les supports. Donc des graphes simples, des graphes complexes avec ou sans quadrillage, comme nous avons pu voir tout à l'heure. Varier les tâches, donc repérer des maximums, lire des valeurs. Apporter des aides, avec des axes qui vont être simplifiés par moment. Des méthodes guidées ou des repères visuels qui vont pouvoir permettre aux élèves de réussir plus facilement en cas de difficulté.
C'est important aussi de varier les productions. Donc une réponse écrite, une réponse orale, ou pouvoir faire des schémas par exemple. Il est important aussi de travailler sur l'évaluation. Donc la partie diagnostic, comme nous avons pu voir, où l'élève va pouvoir du coup faire émerger ses conceptions initiales. Ensuite sur la partie formative, avec une auto-évaluation, ou co-évaluation comme on a pu voir précédemment. Et ensuite sommative. Donc l'évaluation c'est très important dans ce but d'acquérir tous les objectifs. Et ensuite je pense que la remédiation est très importante aussi dans ce cas-là. On va pouvoir essayer de trouver des méthodes pour reprendre tout ce qui a été non réussi au cours de l'évaluation sommative. Donc là, comme on avait vu précédemment, je pense qu'il faut fournir également des grilles critériées et expliciter à l'élève ses axes de progression grâce à des feedbacks associés. Donc ça, on peut reprendre exactement là, tout ce qu'on a vu dans les fiches précédentes. Donc ce qui est important dans objectifs et stratégie, donc ce que je pense, donc en plus de ce qu'on a appris dans les autres fiches, sur la différenciation, l'évaluation, etc., ce qui est important, c'est de différencier du coup les objectifs, les stratégies d'enseignement et les stratégies d'apprentissage. Et après, tout ce qui est en moyen, tous les outils du professeur et de l'élève pour y arriver, c'est ce qu'on a vu déjà dans les autres fiches. Donc reprendre un petit peu de ce qu'il y a des autres fiches, les bonnes idées, et on peut réussir un bon oral là-dessus. Donc voilà, donc là on a fini les 7 fiches pour les axes de 2025. C'est pas forcément ces 7-là qui tomberont. Généralement, ils en gardent 5 d'une année à l'autre et ensuite ils en rajoutent 2 nouveaux. Donc normalement, en probabilité, si vous avez appris ces 7-là, il y a des chances que vous ayez un de ces 7 de disponible au tirage. Donc bon courage à tous et bon examen.